Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'essentiel. La riposte s'organise au pays après l'annonce de tarifs sur l'aluminium et l'acier hier par le président Trump. Le décret signé par le président américain doit entrer en vigueur le 12 mars. D'ici là, le premier ministre Trudeau promet de préparer une réponse forte, même s'il espère toujours, évidemment, convaincre l'administration Trump des conséquences négatives de ses droits de douane pour les deux pays. Justin Trudeau a confirmé plus tôt ce matin avoir eu des conversations avec des alliés européens au sujet d'une possible riposte. Dans les semaines à venir, on va travailler avec l'administration américaine pour souligner les conséquences négatives de cette proposition, cet ordre exécutif qu'ils ont signé. Mais nous travaillons aussi en coordination avec nos alliés à l'international, dont l'Union européenne. Je peux vous dire que notre réponse, évidemment, sera claire et ferme. Alors, pour réagir, je retrouve les députés Richard Martel pour les conservateurs, Simon-Pierre Savard-Tremblay pour le Bloc québécois, et je précise que les libéraux ne nous ont pas envoyé de représentants malgré nos demandes. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. On vient d'entendre le premier ministre Trudeau dire « Dans les semaines à venir, le gouvernement va travailler avec l'administration américaine. » Trump a dit « Pas d'exception, pas d'exemption. » Alors, est-ce qu'on peut se permettre ce délai avant de répondre, avant de réagir? Je commence avec vous, Richard Martel. Bien, ce délai, écoutez, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits de la part des intervenants. Il y a des gens qui sont à Washington. Il y a aussi le premier ministre qui est en Europe. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que des tarifs de 25 bien, c'est gros, 25 La marge de l'aluminium n'est pas aussi grande que ça. Alors, bien sûr que le 25 fait mal. Qu'est-ce qu'il faut faire, premièrement? Je pense que c'est important de riposter puis de mettre des tarifs équivalents à ce que les Américains nous ont mis. À partir de là, il faut regarder un petit peu si on est capable de trouver des partenaires à l'étranger, en dehors des Américains, puis aussi regarder aussi chez nous au Canada en enlevant certaines barrières tarifaires à travers les provinces. Bon. Monsieur Savard-Tremblay, est-ce que vous êtes plutôt en accord avec ça? Est-ce qu'il y a encore de la place pour la négociation dans tout ça? Je pense en particulier là, au tarif de 25 sur l'acier et l'aluminium. Il y a toujours de la place pour la négociation, puis dans les guerres commerciales comme dans les guerres réelles, c'est souvent quand la diplomatie échoue que finalement les armes, qu'elles soient financières ou les armes réelles sont prises. Donc oui, il y a toujours de la place pour la négociation. Ceci dit, je ne crois pas qu'il y ait à ce point-là panique en la demeure, au sens où on sait que les alumineries ont des ententes avec les États-Unis sur le prix négocié d'avance. Donc là, actuellement, c'est des tarifs qui vont faire mal à qui? Pas à ce point-là, à court terme, à nos alumineries, mais davantage aux Américains eux-mêmes. Donc, je ferai attention avant de vouloir tout de suite rentrer dans une escalade de contre-tarifs, avant de tout de suite vouloir rentrer dans un processus où on peut se faire mal à soi-même, étant donné que les pièces souvent vont circuler, transformer un endroit, être transformées à un autre, revenir dans un autre pays X, etc., qu'au final, on peut se tirer dans le pied avec des approches comme ça. Donc, soyons prudents et respirons par le nez avant de prendre des décisions. Ceci dit, il y a des choses qui peuvent être faites au-delà des contre-tarifs. Moi, je pense qu'une politique d'achat de contrats publics qui avantagerait les entreprises canadiennes et québécoises, ça serait bon en tout temps. Crise, pas crise, ça serait bon en tout temps. Puis là, ça permettrait peut-être d'augmenter la pression pour mieux négocier. Bon, soyons prudents. Vous dites, Richard Martel, je reviens vers vous, parce que vous dites qu'il faut réagir tout de suite, et vous êtes un peu sur la ligne de front dans cette espèce de guerre tarifaire. Vous êtes député de Chicoutimi-Le-Fjord. Plus du tiers de l'aluminium canadien est produit dans votre région. Alors, vous êtes certainement à même de savoir quels seraient les impacts ou quels seront les impacts économiques le 12 mars prochain si tout ça, l'imposition de ces tarifs est bel et bien appliquée. Oui, lorsque je parle d'une riposte, c'est d'imposer l'équivalent des tarifs des Américains et garder cet argent-là pour aider nos entreprises et nos travailleurs qui vont avoir énormément de difficultés parce qu'on ne sait pas non plus ça va être dans combien de temps que ces tarifs-là vont durer. Alors, c'est pour donner un coussin, pour donner de l'aide à nos travailleurs et nos entreprises que je dis qu'il faut riposter avec les tarifs et l'argent de ces tarifs-là, il faut les garder pour eux.
Bon, mais si le Canada riposte comme vous le souhaitez, quel serait l'impact chez vous là, sur les travailleurs, sur les entreprises? Parce qu'à ce moment-là, s'il y a une réponse, si on impose des tarifs sur les importations américaines, bien, il faudra payer cette augmentation-là. Oui, c'est certain, mais il va falloir cibler aussi les produits. Il va falloir cibler certains produits du côté des Américains. Alors ça, c'est de la stratégie, bien sûr. Mais je pense qu'il y a une chose qui est certaine. On ne peut pas vivre dans l'incertitude continuellement comme ça. Et c'est là, pour ça, qu'il faut regarder vers d'autres partenaires. Puis l'autre chose aussi, il faut avoir confiance de s'entendre aussi avec les Américains. Parce qu'on a toujours travaillé avec eux, on a toujours fini par s'entendre. Alors, il faut garder espoir tout en regardant si on est capable d'aller trouver d'autres partenaires du côté à l'international ou des partenaires existants à travers le Canada, à travers les provinces. Bon. Monsieur Savard-Tremblay, en entrevue hier, Yves-François Blanchet a dit que le président Trump est complètement imprévisible, qu'il est de moins en moins convaincu qu'il y a une stratégie derrière ses actions, derrière ses décrets. Vous allez à Washington en mars. Comment est-ce qu'on peut faire pression sur quelqu'un d'aussi imprévisible? Écoutez, soyons quand même clairs, soyons fermes. C'est pas parce que je dis qu'il ne faut pas tout de suite sonner l'alarme maximale, parce qu'on est mieux de s'habituer, ça va durer 4 ans. Puis à un moment donné, il faut éviter aussi que ces annonces de tarifs-là, comme on se rappelle celles du 1er février, qui finalement n'auront pas existé, auront à tout le moins été reportées d'1 mois. Il faut éviter que ça finisse par tourner comme l'histoire du petit garçon qui criait au loup, qu'on finisse par ne plus le croire. Puis quand il va vraiment crier au loup, qu'on ne le croira pas. Alors, c'est là-dessus que je dis qu'il faut être prudent, mais il faut quand même être ferme. Évidemment qu'il faut répliquer, mais attention à ce que ces contre-tarifs-là soient intelligents. Parce que j'entendais Richard, qui est aussi mon collègue au comité du commerce international, dire qu'il faut cibler des produits, sauf qu'avec la traçabilité parfois défaillante, on peut finir par s'affecter nous-mêmes. On a une zone de libre-échange nord-américaine où tout est extrêmement intégré, où un produit peut avoir été modifié en quelque part, remodifié ailleurs, revenir chez nous. Puis au final, on ne sait pas trop, c'est des contre-tarifs comme ça viendrait nuire à qui. Puis j'entends aussi, donc autrement dit, que ça pourrait finir par nous-mêmes, ça pourrait finir par être nous-mêmes qui allons en payer le prix. Mais j'entendais Richard un peu plus tôt dire aussi qu'il faudrait faire sauter des barrières entre les provinces. Moi, je me méfie énormément de cette solution-là, parce que des barrières au commerce entre les provinces, ça peut être le bureau d'audience publique en environnement, ça peut être Hydro-Québec, ça peut être le monopole de la SAQ, ça peut être l'étiquetage en français, ça peut être un paquet comme ça de choses qui font notre authenticité comme Québécois, qui font que le modèle québécois est distinct, et on a besoin de ce qui peut être qualifié de barrière de la sorte. Donc, je ne sais pas exactement laquelle Richard a en tête de faire sauter, là. Oui, mais avouez qu'il y a vraiment des discussions autour de ça. En ce moment, il y a bien des gens qui pensent qu'il y a de moins en moins de protectionnisme entre les provinces. Oui, mais je demanderais lesquelles. Quelles barrières seraient éliminées? Bon. Au cours des dernières années, le géant Rio Tinto, mais aussi Ottawa et Québec ont investi des centaines de millions dans un projet d'aluminium vert au Saguenay. Le gouvernement Trudeau a déjà octroyé 80 millions de dollars. Mais dans le contexte actuel, est-ce qu'il faut mettre ce projet de côté ou il faut aller de l'avant? Je commence avec vous, Richard Martel. Oui, mais ce projet-là n'est pas compromis. Tout comme les investissements à Arvida de 1 milliard qui n'est pas compromis non plus. Puis jusqu'à maintenant, il n'y a pas de perte d'emploi. Alors, c'est des bonnes nouvelles pour l'instant. Il faut regarder aussi qu'est-ce qui va arriver dans le futur. M. Trump est imprévisible. Alors, il dit que les tarifs vont être effectifs à compter du 13 ou 14 mars, je pense, c'est le 13 mars, mais il reste qu'il peut changer d'idée encore parce que depuis le début, il change. Ça fait deux fois qu'il revient sur ses positions. Alors, c'est là que je vous dis que c'est assez difficile de prévoir. Il faut regarder nous autres aussi comment on peut s'organiser. Mais je pense qu'à venir jusqu'à maintenant, il n'y a aucun projet qui est compromis. Puis lorsque je parle de barrières tarifaires à travers les provinces, il faut essayer de faciliter les échanges entre les provinces sans avoir des barrières qui nous empêchent de travailler ensemble à travers le Canada. Bon, et même pour le Québec. Absolument, absolument.
Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous appuyez le projet du Bloc québécois. Est-ce que ça a toujours du sens quand le président de l'Association des producteurs d'aluminium dit, et je cite, que la notion même d'aluminium à faible empreinte carbone est disparue du lexique du jour au lendemain? Est-ce que vous pensez ça, vous aussi? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on a un des aluminiums les plus verts au monde. Ça va rester actuel. On parle même dans les prochains temps d'un aluminium qui serait totalement carboneutre, ce qui est une bonne nouvelle. Et puis, ça va rester pertinent là, de positionner notre aluminium québécois à faible empreinte carbone et éventuellement sans empreinte carbone. Ça va continuer à être pertinent parce que, ultimement, dans la mesure où il y aura renégociation du libre-échange nord-américain et dans la mesure où les États-Unis n'ont aucun moyen de se passer de l'aluminium québécois qui est sur leur marché présentement, d'ailleurs, leur association d'aluminium s'est positionnée contre ces tarifs-là, dans cette mesure-là, je pense que notre aluminium sera toujours une meilleure option que le dumping chinois. Cet aluminium qui est fait au charbon, souvent en Chine, et qui passe par le Mexique, ça va toujours rester la meilleure alternative, puis les Américains vont le comprendre tôt ou tard. Est-ce que vous pensez que les tarifs sont là pour rester ou ça va être une mesure temporaire seulement? Moi, je crois que, regardez, ma boussole vaut la vôtre, je ne suis pas futurologue, mais je crois qu'ultimement, les Américains vont comprendre que ce n'est pas dans leur intérêt parce que ça leur fait beaucoup plus mal à eux qu'à nous à l'heure actuelle. Merci, messieurs, d'avoir répondu à nos questions. Merci.